Quelle surprise, Chris Pratt a encore fait un film de merde. Non mais qui l'eût cru? Comment dire, je tombe des nues. Et en plus, cette fois, ça parle de la police et d'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui pouvait mal se passer? C'est ce qu'on va voir et j'ai beaucoup de choses à dire. En fait, c'est moi. Et vous? Petit flashback en 2016. Le found footage, ce sous-genre basé sur de fausses archives retrouvées, est en train de connaître la fin de son heure de gloire, malgré les suites en pagaille de Paranormal Activity. Mais cette année-là, un petit film arrive à créer la curiosité, avec cette même soif d'authenticité de l'image filmée par de vrais gens, mais cette fois, vue depuis un ordinateur. Ce film, c'est Unfriended. J'étais le premier à craindre un truc hyper cynique, à destination d'ados accros à Snapchat, ou du moins à l'idée que des exécutifs hollywoodiens se font de ces ados. Et il faut reconnaître que son intrigue à base de comptes Skype vengeurs à la souviens-toi l'été dernier ne vendait pas vraiment du rêve. Et pourtant, je serai le premier à admettre que j'aime beaucoup Unfriended. Et ça tient à un truc très simple. Ce qu'on appelle aujourd'hui nos systèmes d'exploitation informatique ont été pensés pour leur ergonomie. Et c'est tellement ancré dans nos quotidiens qu'on n'y prête plus attention. Et pourtant, leur fonctionnement peut devenir un outil de narration. Les différentes fenêtres créent un découpage technique, avec différents rapports d'échelle, et même les hésitations d'un curseur de souris traduisent les émotions d'un personnage. Dans le cas précis d'Unfriended, le film jouait avec cette idée de l'image plus ou moins faussée qu'on renvoie de nous au sein du corps social, à l'heure où les réseaux sociaux ont amplifié cette donnée, malgré un contexte d'ultra-surveillance toujours plus intrusif. Derrière le côté très lisse de nos ordinateurs se cachent désormais tous nos petits secrets. Ce qu'Unfriended représentait d'une façon plutôt maligne, avec cette conversation de groupe sur Skype, entremêlée avec des fenêtres de chat plus intimes en parallèle. Et c'est ce qui a fait de ce concept, pas si racoleur finalement, le fer de lance de ce qu'on appelle désormais le screen life, ou film d'écran pour lequel j'avoue avoir une certaine fascination. Hollywood y a vu une nouvelle méthode pour faire des films à pas cher, mais il y a eu surtout une vraie théorisation derrière. Parce que oui, le screen life est en soi devenu un mouvement avec ses représentants et son manifeste artistique. Alors, quand on pense aux exemples les plus récents de manifestes au cinéma, je pourrais citer le Dogme 95 de Lars von Trier et Thomas Vinterberg. Pas n'importe qui quand même, qui voulait sauver le cinéma en revenant à un code moral, un vœu de chasteté même, qui l'épurerait de ses éléments superfétatoires. Pour le screen life, il y a le même prestige puisqu'il a fallu compter sur ce chef de file plein de poésie et de délicatesse qu'est Timur Bekmambetov, l'auteur virtuose de Wanted. Oui, le Wanted dont a parlé Mathieu en vidéo. Sans oublier bien sûr le remake de Ben-Hur, parce que moi je l'ai pas oublié, ou encore Abraham Lincoln, chasseur de vampires. Bon, je me moque, mais il faut reconnaître que Bekmambetov a su accompagner le screen life, surtout en tant que producteur et sans juste se complaire dans le domaine de l'horreur. Par exemple, j'aime beaucoup Searching, un thriller qui démarre tout de même sur l'équivalent de l'intro de Lao mais version Windows XP. Et ça marche, parce que les notifications, les recherches internet et les fonds d'écran à base de photos de famille croquent en quelques minutes l'évolution tragique de la vie d'une personne. Alors, faut savoir que beaucoup de films en screen life ne sont jamais sortis chez nous, et c'est notamment le cas de Profile, que Bekmambetov a réalisé lui-même, autour d'une journaliste qui infiltre un réseau djihadiste. Et je l'ai pas vu, mais ça me rend très curieux. Mais il est clair que le style n'a pas autant percé que le found footage classique, et s'est tapé en 2025 sa pire casserole. Je parle bien sûr du nanar War of the Worlds, qui a fini dans notre flop de fin d'année, je vous y renvoie pour ça, et qui était bien sûr produit par Bekmambetov. Si je fais cette longue introduction, c'est parce que Reconnu coupable s'inscrit dans cette continuité, avec Bekmambetov à la réal et une sortie au cinéma. Donc ça se veut être un retour en force et une légère déviation de ces règles habituellement plus strictes. Puisque cette fois, on alterne entre les éléments en screen life et une mise en scène plus classique qui se contentera majoritairement d'une pièce grise bien moche dans laquelle est enfermé Chris Pratt. Chris Raven, c'est son nom, est un flic accusé, à tort bien sûr, du meurtre de sa femme. Et puisque la vie est gentiment ironique, le voilà face au tribunal Mercy, une intelligence artificielle faite juge dont il a lui-même soutenu l'implantation. Il a 90 minutes pour lui prouver son innocence en utilisant toutes les données à sa disposition, sous peine d'être exécuté à la fin du chrono. Bon déjà, vous allez me dire que c'est une ressucée pas bien fine de Minority Report, et vous auriez bien raison. Mais du coup, quitte à reprendre la base des meilleurs romans de Philip K. Dick, on pouvait s'attendre à la même charge critique, adaptée à une post-vérité que l'auteur avait décrite bien avant que le terme n'existe. Le schéma est simple. Un mec qui s'avère être un bon rouage servile du système comprend qu'il est dans une dystopie au moment où on le met
injustement du mauvais côté de la barrière. Simple, non? Basique. Eh bah, pas du tout, et ça arrive même à la prouesse de faire l'exact inverse. Avant d'entrer dans le dur, je peux dire que malgré son dispositif tout beau tout neuf, Reconnu coupable n'est pas si différent de Searching et de sa suite indirecte Missing. Sauf que ces deux exemples s'avéraient bien plus précis et rigoureux dans leur régime d'image. Dans Reconnu coupable, vous avez des dashcams, des FaceTime et des plans de drone, mais aussi quelques focalisations externes sorties de nulle part, notamment sur le quad volant du futur qu'ils sont très fiers de montrer sous tous les angles. Et puis, le screen life a par essence un problème, celui de devoir justifier que le personnage principal reste devant son écran, ce qui était particulièrement comique dans War of the Worlds. Oh non, je suis coincé dans mon bureau et mon badge ne marche plus, c'est ballot. Oh my god. Là, l'emprisonnement de Chris Pratt sert de prétexte, mais c'est quand même plombé par cette narration en temps réel très artificielle, surtout que ça devient vite ridicule quand on comprend l'ampleur de l'enquête, qui arrive donc à être résolue en moins d'1h30. Bravo Chris Pratt. Et puis, il y a un truc que je m'explique pas. Par définition, on passe tout un film en screen life avec un protagoniste. Donc c'est plutôt cool si le film simplifie notre identification envers ce personnage. Alors pourquoi diable faut-il en faire un connard antipathique? C'était déjà le problème d'Ice Cube et ses sourcils de l'enfer, mais là, Reconnu coupable fait de Chris Pratt un alcoolique violent qui avait plus ou moins abandonné sa famille avant le film. Mais c'est parce qu'il a des traumas, vous comprenez? Mais le pire, c'est qu'il ne sera jamais vraiment lancé dans une quête rédemptrice. Parce que bon, sans trop spoiler, on comprend bien vite que la vraie cible du tueur, c'est lui et pas sa femme, ce qui jette à la poubelle le poids de ce féminicide, qui n'avait pas l'air de beaucoup l'affecter de toute façon. Mais bon, jusque-là, on a l'habitude de voir ses défauts à des degrés différents dans la plupart des films en screen life, et Reconnu coupable est juste l'un des pires à ce niveau-là. Mais maintenant, il faut plonger dans ce que raconte vraiment le film, parce que c'est là que ça devient intéressant. Par rapport à ce que je disais plus tôt du screen life et de ses origines, il faut admettre que son esthétique n'a pas non plus été une révolution. Avant lui, le cinéma américain avait déjà développé un style plus haché, plus véloce et plus heurté dans son montage, qui piochait autant dans le documentaire que dans ce sentiment paranoïaque d'ultra-surveillance. Je pense bien sûr à Tony Scott avec Ennemi d'État et Spy Games, je pense à Paul Greengrass avec Jason Bourne et Vol 93, son chef-d'œuvre, et je pense à Catherine Bigelow avec Des Mineurs et Zero Dark Thirty. Et dans ces trois cas, les cinéastes puisent un paradoxe de cette effervescence d'images et d'écran. Ça devrait conférer une forme de puissance, de regard total sur un événement, et pourtant, ça rend compte d'une impuissance et d'un vide, une incapacité à anticiper, à comprendre et à interpréter. Cette multitude de champs, censés simplifier l'obtention d'une objectivité, devient en fait une mosaïque terrifiante et plus si simple à déchiffrer. Et même quand elle est facile à déchiffrer, on peut compter sur le déni de réalité de certains. L'actualité nous l'a encore prouvé tout récemment, lorsque des agents de la ICE prônent la légitime défense lors d'assassinats de citoyens, malgré les preuves filmées qui montrent de manière indiscutable le contraire. Même face à la neutralité d'une image claire, elle sera manipulée et réinterprétée, et dans le cadre d'une histoire autour d'un personnage qui doit rétablir la vérité, ou du moins sa vérité, disons qu'il était là le sujet, et qu'elle est peut-être là la pertinence du screen life. Mais comme on pouvait s'en douter, ça n'intéresse pas du tout Reconnu coupable, tout comme la critique du système judiciaire aberrant qu'il met en scène. Parce qu'on parle tout de même d'une IA surdéveloppée qui doit attendre qu'un humain fasse à sa place le boulot d'enquête pour qu'elle puisse en tirer des conclusions. Déjà, ça n'a aucun sens, mais il faudra surtout se contenter d'une vague opposition entre l'intuition du policier et la rigidité factuelle de la juge Maddox, la personnification de Mercy. Sinon, jamais l'intelligence artificielle n'est remise en cause dans sa manière d'interpréter les preuves, comme s'il lui était impossible d'avoir des biais. Un petit tour sur X avec Grok devrait vous prouver aisément l'inverse. On aurait presque pu le tolérer au début des années 2000, sauf que Reconnu coupable sort en putain de 2026 et semble avoir au minimum 10 ans de retard sur le plan thématique et esthétique. Parce que faut quand même imaginer la pauvre Rebecca Ferguson contrainte de sous-jouer une intelligence artificielle quand son hologramme n'est pas en train de glitcher, ce qui bien sûr annonce l'émancipation progressive d'un robot capable d'outrepasser sa programmation pour s'octroyer une moralité. Je vous jure, il manque juste le petit bruit de modem 56K pour rendre ça encore plus ringard. Le scénario n'assume jamais les problèmes qu'il est pourtant logique de soulever au vu de sa problématique. Non, pour ça, t'inquiète, il y a la petite réplique finale et lapidaire de Chris Pratt qui dit qu'au fond, l'IA et l'humain, c'est la même chose. Que ce soit l'un ou l'autre, l'important, c'est de tirer des leçons
de ses erreurs. Et c'est à cause de ce genre de conneries que les patrons les moins scrupuleux remplacent aujourd'hui les journalistes par de l'IA. À écran large, on résiste comme on peut, mais c'est aussi à cause de cette épée de Damoclès qu'on demande à chaque vidéo votre soutien. Notre ton, notre personnalité et nos analyses personnels, et j'insiste là-dessus, ne peuvent pas rivaliser avec le rendement de ceux qui alimentent aujourd'hui des sites en IA. C'est pour ça que si vous aimez notre site, notre podcast ou ces vidéos, le mieux c'est de vous abonner contre quelques euros par mois sur notre site. Il y a quelques contreparties en retour, comme des dossiers exclusifs, et tout récemment, on a ajouté des abonnements de soutien, un peu plus importants en termes de chiffres, si le cœur vous en dit. Et je dis d'ailleurs un grand merci à ceux qui ont pris cette option par ailleurs. Pour revenir à notre dope du jour, les 20 dernières minutes essaient de noyer le poisson avec 2-3 twists indigents censés rééquilibrer les forces, parce que oui, il y a un flic corrompu, parce que quand même, la police peut pas être totalement héroïque tout du long, ça serait suspect. Mais en bref, Reconnu coupable a pour conclusion une déresponsabilisation de l'IA. Pour le film, c'est un outil qui peut être utilisé à bon escient, pour peu que les humains ne le détournent pas de son objectif initial. Bon déjà, c'est clairement pas le cas ici, et j'attends toujours le moment où c'est censé soigner le cancer. Bon, tout ça, vous l'aurez compris, c'est le bon gros discours pour faire bander les entrepreneurs sans éthique ni talent, vous savez, ce monde de la tech qui prétend que c'est la marche du monde, et qu'il n'y a aucune alternative possible. Et au fond, ça me fait penser que la dernière production cynique de Timur Bekmambetov n'est pas si éloignée de la publicité béate pour Amazon de War of the Worlds, qui n'était peut-être pas une anomalie finalement. Il me semble important de souligner à quel point cette dérive reflète la perversion terrible du screen life en à peine une décennie. En mêlant la grammaire informatique à celle du cinéma, cette esthétique était d'abord pensée pour interroger, une ultra-surveillance toujours plus importante, et les impacts concrets que ces nouveaux champs sociaux, entre réel et virtuel, ont sur nos vies, et sur l'image de nos vies. A l'inverse, Reconnu coupable est un pur produit docile de son époque, celle où ce qui s'affiche clairement comme une dystopie est montré comme quelque chose de cool. Vous avez sans doute vu Elon Musk ou Mark Zuckerberg citer Blade Runner ou Ready Player One comme inspiration pour leur bagnole ou leur métaverse à la con, et je sais pas si ils ignorent le sens de ces œuvres ou s'ils le font exprès, mais ils détournent ce sens dystopique et le transforment en outil marketing. C'est terrifiant et c'est exactement ce que fait Reconnu coupable. On peut même y déceler un geste contradictoire. Pour un film dédié à des images qu'il faut rassembler, mettre en pause, rembobiner et décortiquer, il refuse de regarder là où il faut. Alors il suffit pour ça de se pencher sur sa vision risible d'un futur violent. Parce que oui, Los Angeles est devenu dans le futur une ville tellement dangereuse qu'elle est remplie de zones rouges. Alors traduction, des bidonvilles à crackhead, et pourtant le film ne remet jamais en question le fossé social qui explique cette hausse de la criminalité. Le désespoir des plus pauvres est à peine illustré, à part avec 2 coups de matraque, contrairement aux zones pavillonnaires très idéales qui occupent la majeure partie de son récit. Vous aurez sans doute compris que l'IA, c'est pas trop mon truc, mais en la mettant en scène de façon fantasmatique, Timur Bekmambetov prouve de façon involontaire en quoi elle tue la réflexion qu'elle est censée soutenir et simplifier. Si on aime un bon film d'enquête, et par extension ses icônes les plus brillantes comme Sherlock Holmes ou Hercule Poirot, c'est parce que ces histoires nous donnent l'opportunité de nous raccorder au cheminement d'une pensée, à l'effort d'une recherche, à la valeur hautement cinématographique ou littéraire. C'est ça qui est cool, de voir les gens réfléchir, fouiller dans des dossiers et en venir à une conclusion. Je sais pas, renvoyer Seven par exemple. Sauf que cette inscription dans le temps et ce plaisir inhérent au genre disparaissent avec le programme Mercy. Chris Raven ne fait que tâtonner dans sa quête de vérité avant que l'IA ne lui coupe l'herbe sous le pied en accédant à n'importe quel portable ou compte informatique sans mandat et en lui crachant la moindre image, le moindre trajet ou la moindre occurrence d'un mot en une poignée de secondes. Il n'y a plus de suspense ou de rapport au temps malgré le compte à rebours sans poids du film. Mais surtout, il n'y a plus de cheminement de pensée, soit exactement ce que l'emploi de l'intelligence artificielle au sein de notre système capitaliste recherche aujourd'hui. Alors que je rappelle qu'à la base, on nous avait vendu un outil révolutionnaire pour nous ôter les tâches les plus chiantes et nous donner plus de temps pour notre créativité. Dans la soif de rendement permanent de nos vies, que ce soit au travail, dans l'intime ou dans notre rapport à la culture, et qui en vient à faire complexer face à la moindre seconde perdue, l'IA est un raccourci confortable, le fer de lance d'une époque où l'on se fait résumer le moindre document, où un film devient une corvée dont on arrive à bout avec une accélération sur une plateforme de streaming. Reconnu coupable semble d'ailleurs adapté à ce type de visionnage. Et c'est sans doute l'aveu d'échec ultime du screen life dans sa recherche d'un temps réel
sans ancrage. La dernière prouesse de Timur Bekmambetov a au moins le mérite d'être cohérente avec son thème, puisqu'il s'agit sans doute du meilleur équivalent filmique d'une dissertation d'étudiant rédigée par ChatGPT. C'est sans effort et sans âme. Et ça me rappelle qu'on est définitivement dans la pire dimension du multivers. Et c'est con, parce qu'entre 28 ans plus tard, Hamnet ou encore Les Échos du passé, l'année démarrait plutôt pas mal, avant que ce film de merde ne m'énerve. Du coup, n'allez pas voir Reconnu coupable, et allez plutôt écouter ce que j'ai à dire sur le merveilleux Hamnet de Chloé Zhao. Et je vous dis à la prochaine, en espérant que ce soit pour un meilleur film. Ciao.